adressez pas au juge, vous adressez à la cour. Je ne suis pas là pour recevoir de menaces. Écoutez, on ne vous menace pas, c'est une question qui vous est posée. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Merci. Bon, revenons un peu sur le procès de l'ex-ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, en RDC, qui s'est déroulé mercredi 30 juillet dernier. Bon, M. Constant Moutamba, il y a une chose que vous avez dit. Il est quitté. Non, il n'est pas aimé. Ça pas. Faut, moi, c'est Sopani. Moi, il faut dire la vérité au peuple. Vous avez dit que vous avez trouvé 8 millions de dollars dans le compte quand vous êtes arrivé. Et que les 16 millions, ils ont dispatché ça sans trace. Non. Il faut savoir que l'Ouganda, en 3 ans, a déjà versé 195 millions de dollars à l'État congolais pour l'indemnisation des victimes de guerre des 6 jours de Kisangani. Donc 65 millions chaque année. Chaque 1er septembre, l'Ouganda verse 65 millions de dollars à l'État congolais. Et Madame Mutombo Rose, qui était l'ancienne ministre de la Justice, c'est elle qui a ouvert, qui a créé le compte Frivao. Comment pour recevoir cette somme, cet argent-là, et a laissé des directives comment dispatcher cet argent. Donc on doit nous expliquer comment Bongoana et qui dispatché, bah action ya Bongoana to palpeto mona yango na miso. Et puis M. Constant Moutamba a demandé la comparution de la première ministre Madame Judith Souminois, de l'ancien inspecteur général des finances M. Jules Alinghetti et le nouveau inspecteur général des finances M. Christophe Bitassimwa, et pour finir la comparution de Mme Rose Mutombo, qui était l'ancienne ministre de la Justice. Pendant les 10 jours, l'autorité approbatrice a la latitude, parce que c'est la dernière phase de la censure. Et la loi me dit, 10 jours après, l'approbation est tacite. Bon, pour moi, étant donné qu'au mois de décembre, la première ministre m'avait encore écrit formellement, la lettre est dans les pièces, pour m'instruire d'accélérer le processus de construction des prisons, je me dis, ok, l'approbation est tacite, on y va alors. Mais je me rends compte, effectivement, que le contrat initial est de 39 millions. Alors on se dit, déjà avec la difficulté de financement, parce que j'ai un financement réel, c'est d'abord 19 millions. Je dis avec la difficulté de trésorerie, on ne sait pas si on saura encore. La prison était d'une capacité de 3000 détenus. Pendant ce temps, je vais demander à l'entrepreneur que l'on revoie la baisse de 3000 à 2000 détenus, la capacité, pour permettre de rabaisser le prix. Mais c'est comme ça que nous sommes partis. Au lieu de 39 millions, nous avons, avec l'entrepreneur, conclu pour un montant, un coût global de 29 millions. Pendant ce temps, puisque ça ne préjudicie pas, d'ailleurs c'est l'État qui gagne 10 millions. Si j'étais un petit malin, détourneur, j'allais laisser les 39 millions. Je dis non, je dois faire gagner à l'État 10 millions de plus. On en reste avec l'entrepreneur à 29 millions. Puisqu'il y a urgence, je rappelle que le gré à gré intervient en cas d'urgence. Et c'est légal. C'est pendant ce temps qu'effectivement, nous allons convenir, je vais faire une lettre à l'entrepreneur. Je vais lui demander d'ouvrir un compte au niveau de la Robank. Pourquoi? Parce que lorsque mes services vont demander comment s'opèrent les transferts des banques à banque, le coût des frais de justice s'élève à 300 000 $, Monsieur le Président, des frais bancaires. 300 000 $. Je dis, mais déjà, on n'a pas d'argent. Comment on va encore, dans le même compte, supporter les frais bancaires de 300 000 $? C'est là que je vais demander à l'entrepreneur qui n'avait ce compte qu'à la BCDC, je dis bien. Je dis non, il faut alors, dans ce cas, et formellement, ouvrir un compte à la Robank. Pour qu'il y ait 0 $ comme frais bancaires. C'était autour de 2,85 $. Et c'est là qu'on ouvre
l'entreprise là ouvre le compte. Et on ordonne en même temps, effectivement, j'ai signé cet ordre de paiement. Donc je voudrais vraiment rassurer le ministère public. L'ordre de paiement auquel il a fait allusion, je l'ai signé en âme et conscience et en toute responsabilité. Et c'est comme ça que cet argent est entré dans le compte de l'entrepreneur. Voilà, Monsieur le Président, le contexte dans lequel ces paiements a été effectué. Alors, au moment où c'était dans un compte dit séquestre, au moment où nous faisons des formalités, pour maintenant commencer à ventiler les dépenses, parce qu'on a prévu de lancer les travaux au mois de mai de construction. Et j'en ai parlé même à la Première ministre. Et donc, c'est comme ça que Sénaref est intervenu. On m'informe, on a bloqué le fonds là des 19 millions. Pour moi, c'est normal. Et j'attendais qu'on m'appelle pour fournir des éléments. Tout à fait. Et voilà au détournement. Oui, voilà comment c'est. Merci beaucoup. Merci. Prévenu. Après la remise et reprise, à la remise et reprise, ma prédécesseure, Madame Rose Moutoumbo, qui est là, me fait état de l'existence d'un compte. Et ce compte-là, du ministère de la Justice. Mais ce compte qui n'a jamais été créé par le ministre d'État, Constant Moutamba. Il lui indique qu'il y a ce compte à la Robanque, dans lequel sont logés 8 millions de dollars. Intéressant. Mais d'où proviennent ces 8 millions de dollars? Je trouve que l'IGF contrôle ce compte, ainsi que la Sénaref. J'adresse une correspondance. De quoi s'agit-il? Ma prédécesseur, déjà, lors de la remise et reprise, m'indique, et cela est confirmé, que cela fait suite au paiement de l'indemnisation par l'Ouganda, à la suite de la condamnation par ce dernier, par la Cour internationale de justice, pour la guerre perpétrée par l'armée ougandaise dans la partie orientale, dont je suis moi-même victime. Direct. Parce que j'ai vécu toutes ces guerres, des années 90 à 2000, à Kisangani. Et comment on le gère? On me donne la grille de répartition, la lettre versée dans le dossier. Je demande une séance de travail après avec la Sénaref. Il est là, le secrétaire exécutif Kissoula Adler, qui me confirme la même chose, que voici comment, lorsque ce fonds arrive au regard de l'arrêt de la Cour, dans les pages 107, 108, 109 de l'arrêt, tout est dit, où l'on distingue, l'arrêt distingue, et en répartissant, en ventilant ce montant, selon qu'il s'agit de l'indemnisation individuelle, collective, des dommages environnementaux. Et à côté, il y a un décret qui crée. Ce décret a été pris avant la prise de cet arrêt d'ailleurs, et antérieur. Et on me sort également et l'arrêt et le décret. Et à l'article 4, c'est eux-mêmes qui m'expliquent, parce que je n'étais pas ministre de la Justice. On dit, voici la quantité qui revient à Frivao. Frivao qui est un établissement public qui jouit de l'autonomie des gestions administratives et financières, qui n'est pas à confondre avec les services publics qu'est le ministère de la Justice. On m'explique la ventilation. Et cela est attesté par écrit. J'enverrai cette correspondance à la Première ministre, avec qui j'ai échangé, qui est ma chef hiérarchique directe. Et à la suite de cela, je vais présenter cette situation à la haute hiérarchie du pays. Après cette présentation en disant que j'ai trouvé 8 millions dans ce compte, mais au niveau des Frivao, voici la situation. Mais dans ce compte-là de 8 millions, au regard de la ventilation, il y a un reliquat, il y a un manquant de plus ou moins 16 millions de dollars, dont je n'ai pas vu les traces. Mais pendant ce temps, le ministère public était ministère public. Et, Monsieur le Président, je l'ai saisi, j'ai saisi le ministère public. Pour qu'on éclaircisse
comment ce fonds avait été géré avant. Pourquoi? Parce que je veux trouver qu'une partie aurait servi à payer la SNEL. C'est 9 millions qui auraient servi à payer la SNEL. Et les preuves sont là. Je suis en train de répondre à la question magique du ministère public, Monsieur le Président. 9 millions. OK. Et le reste d'argent? Vous ne vous adressez pas au juge, vous vous adressez à la Cour. Je ne suis pas là pour recevoir de menaces. Écoutez, on ne vous menace pas, c'est une question qui vous est posée. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Merci. Vous l'aviez dit plusieurs fois et c'est acté. Vous l'aviez dit plusieurs fois et c'est acté. Ok. Complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Merci. Vous l'aviez dit plusieurs fois, ils sont dispensés de témoigner dans une audience publique. Vous avez demandé la parole. La Cour vous l'a accordée. Et vous venez de dire que vous incitiez sur ces témoins qui sont là, du fait que vous aviez eu des réunions avec lui. Et la Cour pose la question de savoir, ces réunions-là, en quelle qualité M. Adler Kissoula était-il invité? Et pour toute réponse, vous dites, vous n'êtes pas son... Attendez, la Cour s'adresse au prévenu Moutamba. On prend acte de cette réponse? Est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'on prend acte de cette réponse? C'est des intimidations ou menaces? On vous intimide, on vous pose la question. C'est quoi ce que vous faites? À ces réunions-là, non, arrêtez ce que vous faites là. Monsieur Moutamba, prévenu Moutamba, la Cour, écoutez, la Cour vous pose encore une fois la question. En quelle qualité était-il invité à ces réunions? La Cour ne vous intimide pas. C'est une question qui vous est posée et vous répondez. Monsieur le juge. Vous ne vous adressez pas au juge, vous vous adressez à la Cour. Je ne suis pas là pour recevoir de menaces. Écoutez, on ne vous menace pas, c'est une question qui vous est posée. Si. Le procès de Constant Moutamba entre alors dans une nouvelle phase, bien plus politique que judiciaire. Alors que les preuves matérielles restent contestées, les témoins deviennent l'enjeu central du débat. Certains anciens fonctionnaires du ministère commencent à témoigner sous anonymat, évoquant des pressions reçues lors de la gestion des fonds publics, mais en évitant soigneusement d'incriminer directement l'ancien ministre. L'un d'eux déclare à la barre, les ordres venaient de plus haut ou de plus loin. Parfois, on signait sans comprendre. Cette phrase alimente mille interprétations. Est-ce une tentative de disculper Moutamba ou de dénoncer une chaîne de corruption plus vaste encore? Pendant ce temps, des rapports d'experts indépendants sont introduits dans le dossier. Ces audits financiers, commandés par des ONG internationales, soulignent des failles graves dans la traçabilité des dépenses, mais pointent également des interférences politiques dans la gestion du budget ministériel, notamment lors des années de transition gouvernementale. Le nom de Constant Moutamba n'apparaît pas toujours clairement, mais ses responsabilités hiérarchiques le rendent inévitablement suspect. Pourtant, la défense ne faiblit pas. Ses avocats, désormais renforcés par des juristes internationaux, demandent un recadrage du procès. Ils insistent pour recentrer l'affaire sur des preuves formelles, sur des faits concrets, et non sur des rumeurs, des ressentis ou des documents sans source. À mesure que les audiences avancent, les contradictions dans les témoignages se multiplient. Un témoin clé, censé avoir reçu des instructions directes de Moutamba pour valider un transfert de plusieurs millions de dollars vers une entreprise écran, avoue soudainement que ces instructions lui ont été transmises oralement par un autre supérieur hiérarchique, aujourd'hui décédé. Cette révélation affaiblit l'accusation. Mais un autre événement vient raviver les tensions. Une vidéo anonyme est diffusée sur Internet, montrant ce qui semble être un enregistrement d'une réunion privée, dans laquelle plusieurs hauts responsables discuteraient de la meilleure manière de neutraliser Moutamba avant qu'il ne parle. La vidéo, bien que floue, fait l'effet d'une bombe. Des voix s'élèvent pour demander l'arrêt du procès tant que la lumière ne sera pas faite sur ces révélations. La justice, elle, continue. Le président du tribunal, visiblement agacé par le climat médiatique, rappelle que la Cour ne juge que sur la base de preuves recevables, et non de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Mais le public ne suit plus les mêmes règles. Sur les plateaux télé, les analystes s'affrontent. Certains voient en Moutamba un symbole d'un homme sacrifié pour protéger un système, d'autres le décrivent comme un manipulateur froid, qui a su cacher ses traces derrière une façade d'intégrité. Son passé est passé au crible. Ses années d'études à l'étranger, ses premiers pas dans la magistrature, sa montée fulgurante dans les sphères du pouvoir, son image d'homme réservé, peu médiatique mais redoutablement efficace. Des journalistes publient des enquêtes fouillées sur ses relations avec certains hommes d'affaires étrangers, sur les contrats qu'il a signés, sur les faveurs qu'il aurait accordées à certaines entreprises en échange de soutien politique. Rien n'est prouvé, mais le doute s'installe. Et puis,
Un retournement inattendu survient. Un ancien comptable du ministère, en exil depuis plusieurs mois, décide de témoigner depuis l'étranger. Il affirme que le système de gestion budgétaire était truqué depuis bien avant l'arrivée de Moutamba et que le ministre n'avait qu'un contrôle très limité sur les circuits d'exécution financière. Il va plus loin. Il affirme que les 39 millions disparus auraient été redirigés vers des programmes militaires secrets, hors du champ de la justice civile, sous couvert d'un décret classé « confidentiel défense ». Cette déclaration crée un choc. Les avocats de Moutamba exigent que ce décret soit rendu public. Le gouvernement refuse, invoquant la sécurité nationale. L'impasse est totale. Le procès s'enlise. Et dans cette paralysie judiciaire, le peuple commence à s'interroger. La vérité est-elle réellement souhaitée? Ou cherche-t-on simplement un coupable pratique? Moutamba, lui, reste impassible. Toujours digne, toujours silencieux, sauf lorsqu'il se tient à la barre pour réaffirmer, encore et encore, son innocence. Dans une interview exclusive accordée à une grande chaîne internationale, il déclare « Je ne suis pas parfait. Mais je n'ai jamais trahi mon pays. On me juge pour ce que je représente, pas pour ce que j'ai fait. » Ces mots résonnent comme un cri d'alarme. Dans les semaines suivantes, plusieurs personnalités politiques prennent la parole. Certains réclament une commission parlementaire indépendante. D'autres appellent à une réforme profonde du système judiciaire. La pression s'intensifie. Et c'est dans ce climat explosif qu'un second procès est ouvert, cette fois pour tentative d'obstruction à la justice, après que certains membres du cabinet de Moutamba aient été accusés d'avoir tenté de manipuler des témoins. L'ancien ministre, bien que toujours accusé, est de plus en plus vu comme un pion dans un jeu d'échecs bien plus vaste. Un jeu où les enjeux dépassent de loin les 39 millions de dollars évoqués. Dans une ultime audience publique, Moutamba prend la parole, sans notes, sans avocat, face au peuple. Il raconte son parcours, ses combats, ses erreurs aussi. Il parle de la difficulté à réformer un système verrouillé par des intérêts croisés. Il parle du poids de la solitude, de la trahison de certains amis, de la douleur d'être accusé quand on croit d'avoir bien agi. Il termine en disant « Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande seulement de chercher la vérité. La vraie. » Et ce jour-là, même ses détracteurs les plus virulents semblent ébranlés. L'affaire Constant Muamba, ancien ministre de la Justice, est l'un des dossiers les plus complexes, médiatisés et controversés des dernières années dans le paysage politique congolais. Tout commence avec une série de révélations issues d'un audit interne du ministère de la Justice, lequel, après des mois d'analyse, aurait mis en évidence un trou budgétaire massif estimé à 39 millions de dollars. Cette somme, destinée initialement à des programmes de réforme judiciaire, à la modernisation des prisons, à la construction de tribunaux dans des zones reculées du pays, aurait tout simplement disparu sans laisser de traces administratives fiables. Immédiatement, les soupçons se tournent vers Constant Muamba, alors que plusieurs signatures, documents, autorisations d'engagement de dépenses et ordres de paiement remontent directement à son cabinet ou à des membres très proches de son entourage. L'opinion publique s'enflamme. Les journaux télévisés, les plateformes en ligne et les réseaux sociaux multiplient les analyses, les théories et les accusations. Pourtant, dans ce tumulte, l'ancien ministre garde le silence pendant plusieurs semaines, jusqu'au jour où il décide finalement de briser ce mutisme en organisant une conférence de presse. Face à une salle pleine à craquer de journalistes, de membres de la société civile et de représentants des institutions, il nie catégoriquement les faits. « Je n'ai jamais détourné un seul dollar du trésor public », déclare-t-il d'une voix ferme, regard droit vers les caméras. Son ton est calme, mais résolu. Il affirme qu'il s'agit d'un complot politique, d'une vengeance orchestrée par ses anciens collaborateurs, voire de certaines puissances économiques qui ne digéraient pas son programme de réforme de la justice. Ces propos ne suffisent pas à calmer la vague de méfiance qui s'abat sur lui. Une enquête judiciaire est ouverte, suivie de très nombreuses auditions. Plusieurs anciens collaborateurs du ministère sont placés en garde à vue, d'autres acceptent de collaborer avec la justice en échange d'une réduction de peine. Certains documents sont retrouvés, d'autres ont mystérieusement disparu. Au cœur de cette tempête judiciaire, Constant Muamba continue d'affirmer son innocence, dénonçant un procès politique, injuste et fondé sur des preuves fabriquées ou manipulées. Des vidéos fuitent sur Internet. On y voit certains fonctionnaires évoquer, à mots couverts, des pratiques douteuses au sein du ministère, mais sans jamais mentionner clairement le nom de Muamba. Ces images alimentent encore plus la confusion. Entre-temps, l'opinion publique est divisée. Une partie de la population considère qu'il s'agit là d'un nouvel épisode de corruption endémique qui gangrène les institutions du pays, tandis qu'une autre estime qu'il est le bouc émissaire idéal d'un système qui cherche à redorer son image sans toucher au véritable réseau mafieux interne. Lors de son premier passage devant la Cour de justice, le ton est donné. Le procureur accuse, document à l'appui, Constant Muamba d'avoir autorisé des paiements frauduleux, signé des marchés fictifs
et utiliser des sociétés écrans pour faire sortir les fonds vers des comptes à l'étranger. Les avocats de la défense, eux, dénoncent une procédure bâclée, une enquête menée à charge, et surtout une absence totale de lien direct entre les signatures du ministre et les mouvements bancaires en question. L'audience est tendue. Les débats sont techniques. Le public suit en direct, parfois durant des heures, les moindres échanges. Les révélations s'enchaînent, mais rien ne semble suffisant pour établir avec certitude la culpabilité ou l'innocence de l'ancien ministre. Entre chaque session, Muamba s'adresse à la presse. Il déclare ne pas comprendre pourquoi il est au centre de cette affaire, insiste sur le fait qu'il a servi son pays avec intégrité et que ses ennemis cherchent à briser son honneur. Dans les coulisses, on murmure que certains juges seraient sous pression, que des intérêts puissants joueraient en sous-main pour faire condamner Muamba rapidement, afin d'éviter que d'autres noms ne soient révélés dans le cadre de ce scandale. La tension monte lorsque des révélations supplémentaires sont faites sur une supposée maison achetée en Europe au nom d'un membre de la famille de Muamba, avec de l'argent dont l'origine reste inconnue. La défense réplique. Cette maison aurait été acquise bien avant son mandat ministériel, grâce à un héritage familial. Les médias internationaux s'en mêlent. L'affaire prend une tournure diplomatique. Des ONG anticorruption publient des rapports détaillés sur les flux financiers suspects, tandis que d'anciens proches du pouvoir affirment anonymement que le ministre est victime d'une opération de nettoyage politique orchestrée depuis le sommet de l'État. Pourtant, à aucun moment Constant Muamba ne fléchit. Il continue de marteler qu'il n'a rien détourné. Il demande un procès équitable, une transparence absolue des enquêtes, et même un audit international indépendant. Les audiences s'enchaînent, les témoins se succèdent, certains à charge, d'autres à décharge. Chaque jour apporte son lot de surprises, de contradictions, de révélations incomplètes. Les réseaux sociaux deviennent le théâtre d'une bataille d'opinion. Des hashtags apparaissent, hashtag justice pour Muamba, dièse 39 millions, hashtag procès politique. Des manifestants sortent dans les rues. Certains soutiennent l'ancien ministre, d'autres réclament une condamnation exemplaire. La classe politique est gênée. Peu de voix osent s'exprimer clairement sur l'affaire, de peur d'être éclaboussées par les conséquences. Pendant ce temps, la justice continue son cours. Un juge est brusquement remplacé, sans explication. Des rumeurs d'intimidation commencent à circuler. Le climat devient délétère. Et pourtant, dans cette atmosphère lourde de suspicion et de manipulation, Muamba tient bon. Il publie une lettre ouverte dans laquelle il appelle à la vérité, à la dignité du procès et à la mémoire de ses années de service public. Il y évoque les réformes qu'il avait lancées, les résistances qu'il avait rencontrées, les ennemis puissants qu'il s'était fait. Il affirme que son seul tort est d'avoir voulu nettoyer un système trop corrompu pour changer. Les mots résonnent. Certains commencent à douter. Le procès devient alors bien plus qu'une simple affaire de détournement de fonds. C'est un miroir tendu à toute une nation sur l'état de sa justice, de sa gouvernance et de sa capacité à affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Alors que l'affaire semble atteindre son paroxysme, un nouveau développement vient bouleverser l'équilibre déjà fragile du procès. Un rapport confidentiel du ministère des Finances, jusqu'alors classé interne, est mystérieusement divulgué à la presse. Ce document, vieux de plusieurs années, démontre que certains fonds, supposément détournés sous l'autorité de Constant Mutamba, avaient déjà été signalés comme non justifiés bien avant son mandat. Ce rapport, pourtant jamais pris en compte dans le dossier judiciaire, révèle que des dysfonctionnements structurels existaient depuis des décennies, et que les responsables administratifs avaient régulièrement signalé des anomalies sans qu'aucune mesure corrective ne soit réellement prise. Pour les défenseurs de Mutamba, ce document est une preuve supplémentaire que l'ancien ministre est victime d'un système pourri de l'intérieur, où les responsabilités sont diluées, les fautes camouflées, et les boucs émissaires sacrifiés dès que la pression populaire devient trop forte. Le tribunal est contraint de suspendre temporairement les audiences, le temps de vérifier l'authenticité du rapport. Pendant cette période, l'opinion publique bascule. Des marches de soutien à Mutamba sont organisées dans plusieurs villes. Des artistes, des intellectuels, des anciens magistrats prennent la parole pour demander la vérité complète, pas une justice sélective. La figure de Mutamba, autrefois perçue comme celle d'un homme corrompu, se transforme progressivement en symbole d'un combat plus large, celui de tous les innocents pris au piège des logiques d'appareil. Et pourtant, dans les couloirs du pouvoir, la tension monte. On redoute que cette affaire ne serve de tremplin à une remise en cause généralisée des pratiques gouvernementales. Certains hauts responsables commencent à se désolidariser discrètement du processus judiciaire. On entend dire que plusieurs magistrats auraient refusé de siéger dans la suite du procès, craignant pour leur sécurité ou leur réputation. Dans le même temps, de nouveaux témoins anonymes commencent à parler, cette fois depuis l'étranger, à travers des vidéos floutées ou des interviews diffusées sur des plateformes numériques indépendantes. Ils confirment l'existence de réseaux de corruption imbriqués entre plusieurs ministères, où les ordres de transfert de fonds venaient souvent d'au-dessus, parfois même directement de conseillers présidentiels.
Le nom de Moutamba n'apparaît plus comme celui d'un acteur principal, mais plutôt comme celui d'un maillon, peut-être trop naïf, peut-être trop ambitieux, qui aurait refusé de jouer le jeu au moment où il fallait. L'ancien ministre reste stoïque. Ses apparitions publiques sont rares, toujours sobres, toujours accompagnées de déclarations mesurées. Mais en privé, certains rapportent qu'il est fatigué, usé par la longueur du combat, affecté par la distance croissante avec sa famille, isolé politiquement, humainement. Pourtant, il refuse toujours tout compromis. On lui aurait proposé, selon certains médias, un accord officieux, la fin du procès en échange de son retrait définitif de la vie politique. Mais il aurait répondu, selon ses proches, « Je préfère tomber avec honneur que vivre avec un mensonge ». Cette phrase devient virale. Elle est reprise en slogan, imprimée sur des t-shirts, utilisée dans des chansons engagées. Dans les universités, dans les marchés, dans les débats publics, le nom de Moutamba ne laisse personne indifférent. Même à l'étranger, certaines chancelleries commencent à s'intéresser de plus près à ce procès devenu emblématique d'une justice à deux vitesses. Des organismes de droits humains demandent une supervision internationale. Le pouvoir hésite. Certains ministres appellent à tourner la page. D'autres estiment qu'il faut aller au bout pour envoyer un signal fort contre la corruption. Et puis, un coup de théâtre survient. Un informaticien, autrefois chargé de la gestion des serveurs du ministère de la Justice, livre une série de courriels internes datant de l'époque où Moutamba était en fonction. Ces échanges, bien que partiels, montrent clairement que des manipulations budgétaires ont été décidées sans l'approbation du ministre, parfois même à son insu. Dans un courriel, on lit « Ne surtout pas impliquer le cabinet. Trop risqué ». Ce message, pour les partisans de Moutamba, est la preuve ultime de sa non-implication directe. Mais pour ses détracteurs, cela prouve qu'il était incompétent ou déconnecté des réalités de son propre ministère. Le débat s'enflamme. Pendant ce temps, le procès reprend. Le juge principal décide de rouvrir la phase d'instruction. Cette décision est saluée par les défenseurs de l'état de droit, mais critiquée par ceux qui voient là une tentative d'étouffement politique. Les audiences sont désormais retransmises en direct, en plusieurs langues, et suivies dans toute la région. Le nom de Moutamba dépasse les frontières. Il devient le centre d'un débat africain sur la responsabilité, l'intégrité, le pouvoir et la justice. Dans un documentaire diffusé sur une grande chaîne panafricaine, plusieurs experts juridiques décryptent les failles de l'affaire, les silences, les manœuvres d'influence, les trous noirs du dossier. L'un d'eux déclare « Ce n'est plus un procès. C'est une catharsis nationale ». Et dans ce climat surchauffé, Moutamba continue de faire face. À chaque audience, il vient, ponctuel, sobrement vêtu, regard droit, presque défiant. Ces derniers mots à la barre, lors d'une audience historique, résonnent encore dans les esprits. « Vous pouvez me juger. Mais n'oubliez pas que l'histoire vous jugera aussi. Et l'histoire ne ment jamais. » À ce moment précis, un silence s'installe dans la salle, comme si tout le pays retenait son souffle. Et dans ce silence, on entend autre chose, le bruit d'un peuple qui commence à se réveiller.